Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Eina Razafini Manana, avec qui nous allons parler des clés pour vivre une sexualité libre et consciente. Mais avant de débuter l'épisode, je voudrais faire un petit fémage à Clémence Mouelé-Moukouri, la présidente de l'association Find Yourself. C'est grâce à elle que j'ai pu te rencontrer irréel, parce que bon, du coup, je t'avais découverte sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ton travail, donc c'était chouette de pouvoir se voir enfin en vrai. Et bah du coup voilà, ceci étant dit, Aïna, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Coucou Estelle, je suis très contente aussi d'être avec toi aujourd'hui. Je suis très contente aussi de t'avoir rencontré, c'est une très belle rencontre, j'adore ce que tu fais. Ton projet, je pense que comme beaucoup sur la notion de la féminité, de l'intimité, c'est un sujet d'utilité publique. Donc écoute, je me présente rapidement, je m'appelle Aïna, j'ai 34 ans, j'exerce le métier de sexothérapeute, je suis également coach en neurosciences et dans mon métier, mon rôle c'est d'accompagner toutes les personnes, les femmes, aussi les hommes, il y en a de plus en plus, qui rencontrent des difficultés dans leurs relations à la fois intimes, à la fois affectives, des personnes qui cherchent à vraiment comprendre leur schéma, parce que souvent dans les relations, on va répéter des schémas qui sont conscients, inconscients. Mais le plus dur, c'est de pouvoir les transformer. Donc moi, j'accompagne vraiment les personnes à venir transformer ces schémas dans le but de construire des relations stables et épanouissantes. Et puis j'ai un accompagnement qui travaille 3 axes de l'humain, vraiment cette notion un peu globale, voire holistique de l'humain, c'est-à-dire tout ce qui prend en considération l'esprit, à la fois le corps et à la fois aussi le mental. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nous racontes, parce que c'est clairement du développement personnel pour apprendre à mieux se connaître, pour bah, du coup par la suite définir ses limites, définir qui on est, trouver notre place dans notre société, et ça passe sur plein de façons différentes, donc c'est très chouette. Bravo pour ce que tu fais toi aussi. Et du coup, ce que j'aime faire en début d'épisode, c'est définir les termes clés du sujet. Donc, qu'est-ce que pour toi une sexualité libre et consciente? Alors c'est un vrai sujet, hein, parce que quand on parle de liberté, chaque personne a sa définition de la liberté. Une sexualité libre et consciente, alors quand on parle de la conscience, c'est cette notion d'avoir une forme d'éveil, c'est-à-dire quelle est notre sexualité? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Parce que quand on parle d'une sexualité libre et consciente, on parle d'une sexualité en fait qui nous ressemble, qui est alignée à la vision que l'on a de cette sexualité. Est-ce que c'est un partage? Est-ce que c'est une reconnexion à soi? Voilà, la liberté et la conscience dans la sexualité, c'est vraiment cette notion qui est liée à la conscience de soi, à l'amour de soi, à l'estime de soi aussi. C'est vraiment cette vision-là de la sexualité. En tout cas, quand on parle de libre, c'est vraiment se sentir aligné à la vision qu'on a de la sexualité, à la fois avec soi-même et à la fois dans le couple, parce que parfois ça peut être différent. C'est très clair et du coup ça m'amène à la réflexion, ce que tu nous as dit, et ça m'amène comme question, mais du coup comment on fait pour trouver une sexualité qui nous correspond? Parce que c'est pas forcément évident, parce qu'il existe plein, des sexualités. Bien sûr, il faut expérimenter, mais comment on peut savoir si, ah tiens, est-ce que ça va m'attirer ou pas? Vu qu'on connaît pas, c'est pas forcément évident des fois. Bah Estelle, quand il y a quelque chose que tu ne connais pas, comment est-ce que tu fais pour savoir si ça te plaît? Il faut expérimenter pour savoir si ça me plaît. Cette question, je l'aime bien parce que, en fait, c'est un peu la question qui revient. En fait, les personnes qui viennent me voir au cabinet, c'est la question qui se pose. Alors, ce serait super d'avoir une baguette magique pour dire, bah, tadam, voilà la réponse à ta question. Mais effectivement, la réalité, c'est que il existe différents types de sexualité. Et il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que au plus on va évoluer dans le temps, au plus la société va évoluer, et au plus en fait il y aura différents types de sexualité, différents types de couples qui vont émerger. Et l'idée c'est effectivement comment est-ce qu'on sait si c'est quelque chose qui nous correspond. Déjà il faut se connaître. La première étape c'est se connaître. La deuxième étape c'est s'instruire. Puisque en fait, qu'est-ce qui existe et comment on peut savoir si ce qui existe peut nous correspondre? Faut déjà connaître, donc s'éduquer.
C'est déjà la base de tout, de pouvoir s'éduquer. Et puis, il y a une troisième point qui est important, c'est aussi cette introspection. Parce qu'on a tous et toutes vécu des choses qui vont matérialiser et modéliser nos goûts, nos orientations, nos pratiques. Donc, on est aussi dans la connaissance de soi au travers l'introspection. Ça, c'est vraiment important. Euh, et ensuite, ben, effectivement, la pratique. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont full théoriques, qui ont beaucoup de choses, qui se sont renseignés, qui ont beaucoup de connaissances, mais il y a un gap énorme entre le fait de savoir et de comprendre. Et en fait, c'est ça le point qui est culminant et que moi, je travaille beaucoup en thérapie. C'est ce qu'il y a entre les deux, c'est bah, cette intégration de se dire, bah, ok, tu connais, mais maintenant, qu'est-ce que tu as compris? Et c'est ça qui va orienter vers le fait de connaître sa propre définition de cette sexualité qui nous plaît et qui nous correspond. Hyper intéressant tout ce que tu nous dis et du coup, ça me fait penser comme question, toi, comment tu fais du coup pour, t'éduquer, à la sexualité? Parce que je me dis, il peut aussi y avoir des couples qui sont toujours à peu près dans les mêmes routines, qui font les mêmes positions et qui ont du mal à sortir de leur zone de confort et de s'ouvrir à plus de choses que, bah, du coup, quand tu es dans un quotidien et que tu dis: «Ah bah, j'aime bien», c'est des fois difficile de sortir de ce carcan. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ouais, absolument. Comment s'éduquer? Si on répond de manière pragmatique à cette question, comment s'éduquer? Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à plein de ressources. On a internet, chose qu'avant, on n'avait pas. On avait des bibliothèques, mais rares étaient les ouvrages sur, l'éducation, affective et sexuelle. Aujourd'hui, on a plein de podcasts, le tien, on a énormément de podcasts qui parlent de la sexualité, qui parlent du rapport au corps, qui parlent de la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est un point aussi qui est extrêmement important pour se sentir libre dans sa sexualité. On peut s'éduquer aussi avec nos amis, en libérant la parole. Ça peut être un point aussi important de discuter avec les autres pour savoir qu'est-ce qui se passe aussi chez les autres. Est-ce que c'est quelque chose que moi je connais, que j'aurais pu imaginer? Et en réalité, bah, la notion de communication, c'est un point qui est vraiment important parce que la communication, c'est ce qui nous permet aussi bah, de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir communiquer clairement aussi avec nous-mêmes. Voilà, s'éduquer, c'est au travers de tout ça. On peut aussi lire des livres, on peut aussi regarder des conférences, on peut aussi passer des moments avec soi, tout simplement, avec cette reconnexion sensorielle à soi pour s'éduquer à nos propres sensations. Il y a vraiment plein de manières de s'éduquer qui dépend de tout en chacun, qui dépend aussi de notre niveau de conscience et de ce qu'on est prêt à faire pour apprendre, parce que l'éducation, ça demande aussi une ouverture d'esprit. Parce que parfois, on peut avoir envie de connaître des choses, mais on n'est peut-être pas prêt de s'ouvrir à certaines choses. Et comme tu as parlé, hein, parfois on est là dans notre zone de confort, on fait toujours la même chose, c'est nos habitudes. S'éduquer, ça demande aussi d'être prêt à changer ses habitudes. C'est une réponse, très complète qu'on a là et du coup, comme tu parlais, de rapport au corps et je me dis que notre rapport au corps est un peu complexe, on va dire, dans cette société, dans le sens où on n'apprend plus à se faire son confiance et s'écouter, je trouve, parce qu'on est dans une société où on est à fond dans la performance, il faut faire les choses bien, il faut réussir et tout et du coup, ça nous déconnecte un peu de nous-mêmes, surtout qui ont avec toutes les possibilités qu'il y a à faire, tous les choix, tout ce qui existe dans la vie, des fois, c'est pas évident juste de se recentrer à soi et bah, de se faire du bien. J'ai l'impression même que pour les femmes, c'est même peut-être tabou même de se doiter, de se caresser parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, diffuses dans la société, alors que ça devrait pas. Enfin, la pornographie, je pense que ça a aussi un mauvais impact, pour la construction de la sexualité. Alors, moi, j'irais même plus loin, puisque aujourd'hui, c'est vrai que dans notre génération, dans notre ère, c'est vrai qu'on a souvent cette vision de se dire que la sexualité c'est tabou, que que la femme a eu une répression au niveau de sa sexualité. Et c'est vrai quand on regarde historiquement, il y a beaucoup de choses entre la femme et le rapport à sa sexualité qui ont été un peu restreintes, un peu beaucoup, voire, hein, c'est pas pour rien qu'il y a eu la révolution sexuelle dans les années 60, où on voulait associer justement la sexualité à quelque chose comme enfin, au plaisir, autre que la reproduction. En réalité, moi, j'irais plus sur la notion de se dire que, en fait, aujourd'hui, on commence vraiment à se poser de nouvelles questions avec une nouvelle perception sur la sexualité. Donc, on est tous et toutes en train de chercher
finalement. On revient à ta question, hein. C'est quoi cette sexualité où on se sent épanoui, où on se sent libre? Et donc, on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a pas eu d'informations sur la sexualité. On n'a pas d'éducation, de ressources, on va dire, assez claires sur la sexualité, hein, même en SVT, hein, quand on voit que c'est en 2017 qu'on a eu la première fois une vraie représentation réelle de l'organe génital féminin, bah, on voit bien qu'en fait, on est en retard. Et ce retard, dans le monde où on vit, tu parlais comment dire, je crois que tu parlais du téléphone, enfin de toutes ces choses dont on a accès aujourd'hui, la vitesse à laquelle on a accès. Beaucoup de gens s'attendent à ce que, ben, en fait, la sexualité, si on s'y intéresse, ben, les informations, elles vont vite venir. Or, impossible puisqu'il y a très peu d'informations sur la sexualité. Donc, on n'a pas cette action-réaction. Et donc, on met beaucoup plus de temps à s'éduquer tout en sachant qu'en plus, il n'y a pas de règles. Chaque personne a sa propre définition de la sexualité. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au-delà de toute l'historique qu'il y a eu sur le rapport au corps à la femme, le fait que la femme doit, enfin en fonction après il y a les traditions, il y a les religions, il y a toute cette association entre la femme, la pureté, la notion de mariage où on ne doit pas avoir de rapport, toutes ces choses font qu'effectivement ça peut rendre difficile en fait cet accès à aller découvrir quelle est cette sexualité qui nous plaît. On manque d'informations en fait tout simplement. Et aujourd'hui, il y a trop d'informations aussi, qui fait qu'on est aussi perdu. On passe vraiment d'un extrême à un autre. Souvent, le changement, c'est ça, c'est un extrême à un autre. Avant, c'était interdit, pas bien. Et aujourd'hui, c'est ouais, open bar, on a accès à plein d'infos, mais en fait, où est-ce qu'on se situe? Quelle est notre vérité? C'est ça qui est le plus dur dans la sexualité, c'est de trouver sa vérité. En fait, dans la vie en général, hein, trouver le sens que l'on veut donner à la sexualité. Oui, c'est vrai qu'on est, comme tu dis, si bien dans un vrai paradoxe qu'avant on n'avait pas d'infos, là on en a trop et du coup, enfin, c'est pas évident je trouve de trouver, son chemin avec parce qu'en fait on entend des informations un peu contradictoires partout et on peut aussi douter de se faire confiance parce que, bah, c'est pas quelque chose qu'on apprend en tout cas à l'école, de se faire confiance et c'est quelque chose qui peut être pas forcément, facile à construire. Enfin en plus je différencie confiance en soi et estime de soi qui sont 2 notions interconnectées, mais du coup, comment on fait pour toi, pour prendre confiance, dans sa sexualité et de se dire: «Bon, bah, ça, j'aime bien. Bon, c'est vrai que c'est un peu tricky, enfin, c'est un peu bizarre, mais moi, j'aime bien» et comment on fait pour l'assumer? Car je sais que ça, c'est pas forcément évident, heu, pour aimer, certains types de fantasmes ou ce genre de choses, parce qu'on se met beaucoup nos propres limites aussi. Mmh. Alors, justement, tu as un peu répondu à la question, hein, c'est-à-dire comment on se fait confiance. Déjà, c'est assumer nos goûts et nos couleurs. Ça, c'est la première chose. Et encore une fois, c'est la théorie. C'est-à-dire que oui, il faut assumer nos préférences, mais c'est pas toujours évident de s'autoriser à être soi, à avoir ses propres préférences. Et comment est-ce qu'on peut avoir confiance aussi? C'est se détacher. Ça, le détachement, c'est quelque chose qui est extrêmement important, que ce soit dans le couple, dans la sexualité. C'est le détachement à tous les standards. C'est-à-dire qu'on a des standards. Tu as parlé tout à l'heure du porno, et tu as parlé du rapport au corps. C'est-à-dire que le détachement, c'est ce qui nous permet aussi de prendre conscience que chaque corps est différent, chaque plaisir est différent, chaque sexualité est différente. Et tout ça, ça nous amène à, du coup, avoir une nouvelle perception de la sexualité. Une perception où, en fait, la diversité des goûts, la diversité des orientations, la diversité des pratiques, c'est la norme. Et donc, du coup, changer sa vision de la norme. La norme où on a une sexualité standard, classique, avec des corps standards, classiques. En fait, non. Ça, c'est un type parmi des milliards d'autres. Et en fait, c'est s'autoriser à changer de perception. Et quand on s'autorise à changer de perception, on va commencer à voir autour de nous que, effectivement, en fait, ce que l'on aime, eh bien, ça existe. On va commencer à avoir une autre vision et c'est ce qui va nous permettre, du coup, de commencer à gagner un peu plus confiance en soi. C'est un début. Mais après, derrière, il y a toute la notion aussi thérapeutique que je travaille beaucoup avec mes différents patients parce que ok, c'est bien beau de changer de perception, de vision, mais parfois on a des blessures et des peurs qui sont tellement enracinées dans notre système nerveux qui fait qu'en fait on n'arrive pas à passer à l'étape d'après. On n'arrive pas à avoir ce bond de confiance en soi.
Très intéressant ce que tu nous dis et du coup, j'aimerais rebondir par rapport à toi, comment tu fais tes accompagnements pour aider justement, ces femmes et ces hommes qui ont des blessures en eux et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Comment on fait, comment ça se passe un accompagnement à tes côtés? Alors déjà, il faut savoir que le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie. C'est un peu faut le voir un peu comme, la musculation. Quand on va muscler son corps, on va aller à la salle, on voit que les résultats au début, c'est léger, mais par contre, on sent en nous qu'il y a quelque chose qui change. On se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans ses vêtements et au fur et à mesure, au bout de quelques mois, quelques années pour certains, des dizaines d'années pour certains, là, on va voir le résultat. Mais si on s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va pas forcément tout perdre, mais il y a certaines choses qui vont stagner ou parfois on va voir qu'on revient en arrière. Ah bah, on a perdu les biceps, on a perdu, les fesses et cetera. Et bien, quand on travaille l'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que, on va travailler, on va faire, pour certains, ça va être très rapide, pour d'autres, ça va mettre des années, pour d'autres, ça viendra au bout de très, très, très longtemps. Mais tant qu'on fait quelque chose, il y aura toujours un résultat. Il y aura toujours une transformation. Et dans mes accompagnements, comment est-ce qu'on travaille? Bah, déjà, moi, je propose des accompagnements qui sont soit des consultations à l'unité, soit des accompagnements sur 6 mois. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces accompagnements? Bah, déjà, il y a toute une partie où on va explorer l'histoire de chacun. Parce que chaque histoire est différente et chaque histoire va générer dans notre vie intime des empreintes sexuelles, c'est-à-dire des mécanismes automatiques, des schémas excitatoires qui sont inconscients et qui vont faire qu'on va s'orienter vers telle ou telle pratique ou qu'on va avoir certaines préférences. Si ça nous plaît, tant mieux, et on va travailler la confiance en soi, on va travailler la perception au travers différents outils, comme je t'ai dit au début, on travaille le mental parce que le mental, c'est ce qui va être à l'origine de certaines pensées limitantes qui vont faire qu'on aura du mal à s'autoriser ou du mal à transformer. On va travailler aussi le corps parce que dans le corps, il y a certaines mémoires qui font qu'en fait, on a des émotions qui sont en fait, qui viennent créer des blocages physiques qui font qu'on va avoir du mal à transformer ou à s'autoriser. Et puis, on va travailler aussi l'esprit où là, c'est tout ce qui se passe au niveau de nos désirs, où on peut avoir certains blocages par rapport comment dire, à nos pensées qui vont pas être alignées à ce qu'on veut vraiment. Et donc, on va travailler ces trois composantes entre elles qui vont se connecter, qui vont permettre de faire un travail euh, efficace de transformation par rapport à ce que l'on souhaite. Oui, c'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis et ça me donne l'impression, enfin c'est ce que je pense à vrai dire, que notre intérieur, c'est le reflet de notre extérieur. Enfin, c'est des choses interconnectées. Si on est bien à l'intérieur, ça se reflète et tu vas attirer à toi ce que tu as vraiment envie, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est énergie vibratoire, c'est des choses que je crois. Et du coup, énergie vibratoire sexuelle, c'est aussi bien parce tu veux travailler ta sensualité. Et du coup, ça me fait penser, de mémoire, tu avais parlé de la danse. Et la danse, c'est aussi une façon de travailler sa sexualité, de ce que j'imagine. Hum. Alors, pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est tous et toutes différentes. Et il y en a pour qui la danse, c'est libératoire. Ça va permettre de toute façon, la danse, c'est une thérapie, hein. Il y a plein d'outils et comment dire, euh, d'approches qui intègrent la danse dans la thérapie, notamment tout ce qui est lié à l'art-thérapie, par exemple. Et effectivement, pour moi, en tout cas, et pour beaucoup d'autres personnes, la danse, c'est un moyen en fait de laisser libre expression au corps et de pouvoir en fait amener du mouvement au niveau du corps, pardon. Et en fait, le mouvement, en tout cas dans tout ce qui est lié au tantra et plein d'autres notions, le mouvement en fait, c'est ce qui va permettre de faire circuler ce qui se passe au niveau des émotions dans le corps. Les émotions, c'est la base des relations. C'est pour ça que dans mes accompagnements, on travaille forcément la gestion des émotions, la compréhension des émotions hein, au travers la notion du corps. Et en fait, émotion en latin, ça vient de la racine motio, qui veut simplement dire le fait de mouvoir, le mouvement. Et donc une émotion, elle a besoin de bouger et de circuler dans le corps pour qu'elle puisse se réguler. Donc la danse, c'est un excellent moyen justement d'aller travailler ce qui se passe au niveau du corps, au niveau des émotions. Et donc bah, forcément, ça peut aussi libérer notre capacité à se sentir plus confiante, à se sentir plus rassurée aussi dans son propre corps.
et à comprendre aussi ce qui se passe. Quel mouvement, et de créer cette connexion avec le corps. Donc oui, pour certains, ça l'est, mais pour d'autres, non, parce qu'il y en a certains qui peuvent ne pas se sentir prêts déjà, encore une fois, à aller expérimenter cette facette-là d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, et pour qui, en fait, il y aura des outils qui seront 1000 fois plus efficaces que la danse. Mmh. Oui, ça revient à ce qu'on disait, il faut expérimenter pour voir, ce qui nous correspond et ce qui nous fait du bien et surtout que oui, par rapport au corps, ça peut être aussi un peu difficile, je pense, par rapport aux préjugés qu'on peut avoir, sur la société. Parce que, on peut ne pas aimer son corps parce qu'on aimerait: «Ah, c'est dommage, j'aimerais tellement avoir un corps comme cette nana qui a un super corps» et je pense qu'on est vraiment trop dans la comparaison, trop dans le regard, des autres et c'est quelque chose qui bousille, je pense, pas mal de personnes, surtout qui éludent complètement leur confiance en eux parce que, bah, se raccrocher aux autres, et pas à soi-même, c'est pas évident, je pense. Mmh. Tu sais, ça me fait penser à quoi quand tu dis ça, Estelle? Ça me fait penser à un peu la manière de comment, en fait, finalement, c'est le fonctionnement aussi de notre société. Alors, je dis pas que c'est à cause de la société que ceci, mais elle contribue à notre éducation sexuelle, à notre identité, en fait. Elle contribue au développement de notre identité. Quand on parle de sexualité, on parle aussi d'identité sexuelle. Et tu parlais de la comparaison. Qui n'a jamais vécu dans toutes ses études cette comparaison constante avec les autres de sa classe? Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir une bonne note, fallait être dans la moyenne. Et puis une fois qu'on a fini nos études, eh bien, on doit trouver un travail. Pour trouver un travail, ah bah faut avoir fait une bonne école. Si t'as pas fait la même école que Jean-Jacques ou que Marie-Christine, bah malheureusement tu n'auras pas ta place. Et donc, ben forcément, et là, aujourd'hui, maintenant, on va encore plus loin, les réseaux sociaux, cette comparaison, cette tendance à se comparer constante face à toutes ces images dans lesquelles on est et on voit des nouvelles normes de corps, de beauté. On imagine que tout le monde va à la salle de sport et que tout le monde a un corps de dingue qui est re-représenté dans les images pornographiques, qui est re-représenté dans les médias, dans les pubs, qui nous crée en fait un nouveau spectre en fait de un prisme de la beauté. De toute façon, ça a toujours existé, hein, on l'a pas inventé, hein, ça a toujours été là. À une époque, c'était autre chose. Ben voilà, ça a toujours existé parce que bah, on est dans une société où on nous éduque un peu à l'élitisme, à cette vision d'être meilleur, et encore plus si on a eu des parents qui nous ont éduqués dans la performance, dans le fait d'être meilleur. C'est finalement quand on regarde tout ça et qu'on prend du recul, on se dit que c'est tout à fait normal que on va chercher, en fait, on va avoir ce mécanisme d'être performant dans notre sexualité. On va avoir ce mécanisme de se dire, bah, il faut être, pour être choisi, il faut être meilleur dans notre corps, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on définit de meilleur, voilà. Parce que c'est encore une fois, ça change en fonction des différentes générations. Et forcément, ben, on va naturellement avoir ce prisme de bah, il faut être meilleur, faut être le meilleur amant, faut avoir la meilleure personnalité pour qu'on puisse être en couple avec quelqu'un. Il faut être performant en lit parce que de toute façon, c'est ce qu'on voit partout et c'est ce qu'on nous a toujours rabâché, de la petite enfant jusqu'à l'école, jusqu'à le fait de trouver un travail, le fait d'appartenir aussi à un groupe, des amis. Bah, si t'es pas le plus drôle, si t'es pas le plus gentil, si t'es pas le plus cool, bah en fait on t'aime pas. Et donc on a naturellement en fait cette perception de il faut être meilleur pour avoir ce qu'on veut. Et on rentre vraiment dans ce truc de bon, si on va encore plus loin et qu'on tire les choses par les cheveux, on est vraiment dans ce rapport à la consommation. Tout est devenu euh, un- une forme d'objet en fait. Je veux quelque chose, si je veux l'avoir, déjà, il faut que cet objet soit meilleur. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit, peu importe, un travail, il faut que ceci soit meilleur. Enfin, en tout cas, il faut que je le trouve génial et meilleur, il faut qu'il coche toutes les cases. Et donc, moi, pour l'avoir, il faut aussi que je sois meilleur. Et il y a vraiment en fait, on est éduqué dans la performance. Voilà le point. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de s'autoriser à être différent aussi, à être soi. On n'a pas appris, en fait. On ne nous a pas appris, on nous a appris l'excellence.
Mmh, mmh mh. Oui, je suis tellement en phase avec ce que tu dis et c'est pour ça qu'on se met naturellement la pression sur plein de sujets. Parce qu'en fait, on n'est pas maître vraiment, on va dire, de nos propres choix, parce qu'on est conditionné par les autres, par leur réussite et du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et on va par la suite s'auto-saboter, beaucoup plus facilement et comme tu dis, ouais, c'est difficile de trouver qui on est dans une société où en fait tout le monde voudrait que, on soit pareil, tout le monde doit réussir, tout le monde doit ceci et en plus, oui, je pense que le rapport aussi à l'échec est très compliqué parce que vu que tu vois de la performance partout et ben, si toi tu réussis pas, bah, tu es mal. Par exemple, si, bah, quand tu fais l'amour, bah, ça te plaît pas ou tu as pas d'orgasme ou tu es pas bien et ben, tu as du mal à gérer cette frustration parce que tu te dis: «Mais elle devrait pas exister en fait, les autres ils y arrivent très bien, pourquoi moi, j'y arrive pas? J'ai un problème en fait». Mmh. Et c'est vrai ce que tu dis quand tu as parlé du rapport à cette notion de l'échec. L'échec, c'est vraiment une peur qui est assez, qui est assez, assez forte. L'échec, c'est souvent rattaché au rejet, en fait, hein. Souvent, quand on a peur de l'échec, on a aussi peur d'être rejeté. Et cette peur du rejet, c'est quelque chose qui est enraciné en nous depuis des générations en générations. Il y en a beaucoup à qui c'est associé à la honte. Quand on est en échec, heu, on est peut-être on est nul, on n'est pas à la hauteur, on a peur d'être rejeté et c'est la honte finalement. Mourir de honte, j'avais écouté un autre podcast, d'une sexothérapeute, Nathalie Giraud, que j'adore. Je vous invite à la suivre si, bon et en fait, elle parlait justement de cette vision de mourir de honte. En fait, mourir de honte et je vais reprendre ses mots, c'est qu'en fait, avant quand on était, à l'époque où on vivait encore en tribu, des années en arrière, quand par exemple on ne collait pas aux valeurs de notre tribu, je ne dirais pas aussi bien qu'elle, mais en fait, on était, rejetés. On était renvoyés, en fait, de cette tribu. Sauf que quand on est rejeté, on se retrouve face à la nature sauvage. On n'a plus d'habitat. Il y a tous les dangers extérieurs. Et en fait, souvent, si on est rejeté, en fait, de cette tribu, bien, ce qui se passe derrière, c'est qu'on meurt. Littéralement, parce il y a tous les dangers et tout ce qu'il y a à l'extérieur, on meurt. Ces gens-là mouraient. Et donc, en fait, aujourd'hui, souvent, cet échec peut être associé à cette vision d'avoir de la honte, ce rejet, mourir de honte. En fait, on a peur. C'est pour ça aussi que beaucoup d'humains en fait se travestissent par peur d'être rejetés, par peur d'être abandonnés, parce que pour beaucoup, c'est associé à une vision un peu de la mort. On va mourir. Je vais faire comment tout seul? Je vais faire comment sans personne? C'est pas pour rien que dans la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins, le premier besoin, le premier c'est primaire, donc c'est la nourriture et tout, mais tout de suite après c'est l'appartenance. Appartenir à un groupe, c'est un besoin primaire. C'est pas pour rien, parce que voilà. Donc c'est ce qui fait aussi que on revient à la question de base, qu'est-ce qui fait que c'est si dur enfin pourquoi les gens ont du mal à avoir confiance en eux? En fait, on a tellement peur d'être rejeté et donc de peut-être mourir, de finir seul, de mourir seul. On préfère, c'est plus facile de rester dans sa zone de confort et de prétendre être quelqu'un que de s'autoriser à être quelqu'un d'autre, par peur de ce rejet. Mmh, complètement. Mais d'ailleurs, quand tu m'as parlé de tout ça, ça m'a fait tout de suite penser, aux personnes trans qui, pour le coup, elles doivent elles ont une identité, qui leur est propre, mais que la société ne voit pas et en fait, quand elles font ce changement pour être enfin qui elles sont rejetées par beaucoup de personnes de leur entourage ou que sais-je, parce que c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas forcément, à conscientiser. Donc ça peut être vraiment une souffrance, en plus de tout, parce qu'être, librement soi-même, c'est pas forcément si facile à vrai dire. Parce que comme tu dis, la peur du rejet et de mener du coup une vie qui nous convient pas forcément, mais parce qu'on a peur, de l'imprévu. Je pense que oui, l'être humain, il veut maîtriser ce qu'il peut pas maîtriser et je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut être plus, potentiellement qu'on fait des guerres et cetera parce que justement, heu, il y a cette perte, de se perdre soi et heu et c'est pas ouais, je pense que la peur de la mort, c'est quelque chose de très compliqué à gérer entre êtres humains. C'est la peur principale, hein. La mort, c'est quelque chose et c'est tellement drôle parce qu'il y a tellement de personnes qui sont préoccupées à tellement en fait, qui passent leur temps à se préoccuper à la peur de la mort qu'ils ne vivent même plus. Ça, c'est vraiment je trouve le défi le plus dur à pour tout le monde, c'est de se dire: «Bah oui, OK, on va mourir», mais en fait, justement, faut
faut privilégier cette vie et se dire qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que de vivre dans la peur constante de peut-être mourir. De toute façon, c'est inévitable, donc il faut, c'est pas l'accepter, mais forcément, en fait, vivre avec et se dire, bah ok, qu'est-ce que j'ai envie de. Tu sais, il y a cette question qu'on pose souvent soit en thérapie ou je vais mettre le mot développement personnel en général, ça englobe vraiment tout. Ou comment est-ce qu'on a envie qu'on se rappelle de toi le jour où tu meurs? Qu'est-ce que tu veux? T'es à ton enterrement et là il y a tous tes proches que tu aimes qui sont là. Comment t'as envie qu'ils se rappellent de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de toi à ce moment-là, à ton enterrement? Et ça, c'est un. Alors c'est pas facile, c'est pas évident à faire comme exercice, mais c'est une vraie question qui nous permet de donner vraiment du sens à notre vie. À dire bah ouais, moi, j'aimerais qu'on me dise que j'ai été courageuse, que j'ai été au bout de mes rêves. Il y en a d'autres qui diront que j'ai été une mère incroyable, qui a su donner à mes enfants. En fait, c'est ça qui va donner du sens à notre vie. C'est ça qui va nous permettre aussi de se reconnecter à soi et de se dire, bah en fait, ouais, ma vie, en fait, c'est la mienne. Certes, je veux vivre en communauté et apporter le meilleur, mais c'est aussi ma vie. Et pour apporter le mieux et pour être là pour les autres, il faut se dire que il faut être bien aussi avec soi. Parce que sans soi-même, on ne pourra pas réaliser ce qu'on veut. Et ça commence par se dire, bah, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma sexualité? Qu'est-ce que je veux dans mes relations amoureuses? Quel sens je veux donner à ma vie? Et ce qui est génial, et ce qui est aussi dur, c'est qu'en fait, ce ne sera pas une vérité absolue. C'est-à-dire qu'à chaque étape de notre vie, notre sexualité va changer. Notre rapport aux relations va changer parce que la société bouge, mais parce qu'aussi, à force d'ouvrir des portes en soi-même, on va découvrir qu'en fait, il y a d'autres choses qui nous animent. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qu'on voit plus de la même manière. Et c'est ce qui fait qu'aussi qui rend les choses difficiles dans la sexualité, c'est qu'en fait, on n'aura jamais la même de nos 14 ans à nos 99 ans. Mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est que il y a toujours du changement et qu'au plus on se familiarise avec ce changement et au plus ce sera facile de savoir où on en est et ce qu'on veut à chaque étape de changement. Oui, de ce que tu dis, je pense que je suis tellement d'accord avec toi. En fait, j'avais entendu, une phrase, je sais plus exactement comment elle était, mais je vais essayer de la retranscrire avec mes mots, mais c'était en mode: «On se rappelle pas de ce que tu as pu dire, mais ni ce que tu as fait, mais on se rappelle vraiment de ce que tu as pu faire ressentir aux autres» et du coup, je pense que oui, c'est important de se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie? Comment j'ai envie d'impacter le monde?» et ça me fait penser aussi, par rapport au changement, je pense aussi si c'est si compliqué de changer, c'est aussi parce qu'il y a la peur du changement qui est omniprésente. Enfin, parce que, bah, par exemple, ça fait penser directement, à l'exemple de l'enfance à la vie adulte. Bah, il y a des enfants qui ne veulent pas grandir parce que, bah, c'est bien d'être enfant, en fait et du coup, être adulte, ça incombe de nouvelles responsabilités, ça incombe quelque chose de complètement nouveau. En fait, tu as pas le choix, en fait. Pareil, vieillir pour, beaucoup de gens, notamment les femmes, parce qu'avec la pression de la beauté de la société, en fait, vieillir, c'est pas accepté socialement parlant. Enfin, même dans les représentations, par exemple, au cinéma, enfin, bien sûr, il y a des exceptions ou mmh, oui, ou dans la vie, en général dans les médias, on montre surtout des actrices, jeunes, beaucoup moins des actrices plus âgées. Quand une femme est ménopausée, c'est aussi quelque chose qui est tabou, on n'en parle pas. Enfin, il y a tellement de choses, difficiles à gérer. Absolument. Est-ce que tu veux qu'on rebondisse sur la notion de changement? Mmh, carrément. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à transformer leur vie amoureuse, à transformer comment dire, leur sexualité? C'est qu'en fait, il y a 5 faits scientifiques qui se cachent derrière, si on veut faire les choses. Alors, il y a la notion que déjà, il y a la neuroplasticité. En fait, il faut imaginer que ton cerveau, c'est un peu comme un gros circuit autoroutier et au plus tu vas emprunter des routes, certaines routes, au plus elles vont être familières et donc au plus dans ton quotidien, tu vas emprunter toujours ces mêmes circuits et donc tu vas modéliser en fait tous tes comportements autour de, ces principaux circuits que ton cerveau il a eu l'habitude d'emprunter et donc bah, forcément tu as ces formes d'habitude en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile. Changer une habitude, tout le monde le sait, c'est compliqué. Ça va demander de la discipline parce qu'en fait, ça va demander cette discipline. Ça va permettre à ton cerveau, en tout cas à sa faculté plastique, de pouvoir créer de nouvelles
connexion nerveuse pour dire, bah, OK, on a toujours fait comme ça. Bon, on va devoir changer. Ton cerveau, c'est un flemmard, hein. On va devoir changer. Bon, OK, laisse-moi le temps de pouvoir changer et au plus tu as cette discipline et au plus tu vas pouvoir changer les choses. Il faut savoir il faut en moyenne 66 jours pour qu'on puisse changer une habitude. Donc c'est pour ça que ça demande de la patience et du courage. Donc il y a déjà cette notion-là de neuroplasticité qui fait que c'est dur en fait de changer. Il y a aussi la notion du biais de confirmation. C'est-à-dire que le biais de confirmation, c'est le fait que en fait, dans ces habitudes, on a créé des croyances. Ces croyances, elles nous emmènent naturellement à ne voir que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, dans une relation amoureuse, si on a toujours eu l'habitude de rencontrer des personnes avec qui on a vécu, on vit des passions intenses de relations où c'est un peu chaotique, où c'est la passion et puis d'un coup c'est la colère, et qu'on a toujours vécu ça, non seulement ton système nerveux il a créé des autoroutes plus larges pour qu'en fait tu ailles toujours là-bas, mais en plus au niveau de ton biais de confirmation, en fait tu vas croire que les relations, elles sont belles que si on les vit comme ça. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu as du mal à changer puisque ta perception elle est orientée vers cette vision de, en fait, l'amour, s'il est épanouissant, c'est quand il est dans cette intensité forte et passionnelle. Ma relation sexuelle, si elle est cool et plaisante, c'est que quand je suis en missionnaire, par exemple. Donc, tu vas jamais imaginer de dire, on va tester autre chose puisque dans ta tête, déjà, tu t'es vraiment familiarisé avec ça et en plus, en fait, tu crois que c'est que comme ça que tu peux avoir du plaisir. Et puis il y a aussi cette notion, bon j'ai tendu une dernière parce que sinon on va parler longtemps de ça, mais cette peur du changement, le plus important c'est quoi? C'est aussi la notion de la peur de l'inconnu. Ça c'est le dernier fait qui fait on a peur du changement. Encore une fois, notre cerveau il préfère les bonnes vieilles habitudes plutôt que l'incertitude du changement. Ça génère du stress qui fait que ça nous renvoie dans nos habitudes comportementales, dans nos billets de confirmation. Et donc forcément, on va avoir du mal à changer. C'est pour ça que la thérapie, tous ces gens qui viennent en thérapie, on n'imagine pas le courage que ça demande de se confronter à toutes nos peurs et de se dire, ok, moi là aujourd'hui, je veux transformer ce qui se passe. Je me sens plus là quand j'observe mes croyances, quand j'observe mes comportements et tout ce que j'ai modélisé dans mes relations, ça me plaît pas, je veux changer, mais c'est dur parce qu'encore une fois, entre le fait de savoir et le fait de changer, il y a une étape importante entre les deux en fait. Cette intégration, apprendre à notre corps qu'on est en train de faire changer, créer de nouveaux circuits neuronaux dans notre cerveau pour l'habituer à des nouvelles perceptions, à des nouvelles habitudes, à des nouvelles stratégies de réaction, de pratique. Et tout ça, en fait, ça vient avec le fait de, encore une fois, expérimenter, encore une fois, le fait de pratiquer et de le faire. C'est comme apprendre en fait une nouvelle langue. Même si on a envie d'apprendre tout de suite, de tout savoir, ça va mettre du temps. On va devoir pratiquer, on va devoir apprendre, on va devoir prendre le temps. Et parfois, c'est désagréable, mais ça en vaut vraiment le coup. C'est hyper intéressant, tout ce que tu nous racontes et en fait, ouais, il faut réussir à hacker notre cerveau pour qu'il soit un peu moins flemmard C'est exactement ça, hein. et faire, de notre mieux, et aussi, ouais, je pense que, ça me fait penser à ce que j'avais assisté à une de tes, masterclass sur, l'autocompassion et je pense que l'autocompassion peut être un bon outil, pour, gérer ces changements avec fluidité parce que du coup, si on est notre propre meilleur ami et bien, on sait qu'on peut compter sur nous. D'ailleurs, si tu voulais, en parler un peu plus sur l'autocompassion, n'hésite pas. Mmh. Cette autocompassion, c'est vraiment toi, qu'est-ce que tu as retenu? Parce que du coup, tu étais là. Qu'est-ce que tu as retenu de cette masterclass? Et déjà, comment ça t'a aidé aussi cette masterclass dans ton quotidien? Du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié cette masterclass, parce que, du coup, on voit qu'on n'est pas seul à traverser les difficultés, parce qu'on a toujours tendance, on va dire, à se dire: «Ah, mais je suis la seule, par exemple, à vivre une rupture amoureuse», alors que non, il y a plein, plein de gens qui sont autour de ça. On a tendance aussi, à être trop, sévère avec nous-mêmes, alors que, par exemple, avec un ami, on serait complètement, différente. Mais, du coup, je sais que ce que j'ai envie de mettre en place, dans mon quotidien, dans les outils que tu avais donnés, c'était un journal de gratitude, et aussi un journal de bord de mes émotions pour, pouvoir un peu mieux
gérer, ce flux, canaliser un peu mes émotions et me faire un peu redescendre, d'un niveau pour me dire: «Non mais t'inquiète Estelle, ça va aller, là tout va bien. Enfin même si ça va pas bien, c'est pas grave en fait, tu fais de ton mieux, tu avances à ton rythme en fonction de ton niveau d'énergie, te mets pas une pression pareille». Enfin c'est pas évident, hein, c'est un travail, une lutte intérieure, hein. De toute une vie. Exactement. Mais oui, c'est en fait ce qui est difficile, c'est les changements de transition de vie, en fait. Parce que, moi, personnellement, je suis en plein dedans avec, une rupture amoureuse après, 6 ans et demi de relation. C'est un vrai changement de cap et du coup, changer toutes ses habitudes d'un coup, mon cerveau, il est en mode: «Oh, c'est la panique!» Et ouais, et complètement. Et encore une fois, voilà, comme tu dis, le changement, parce que notre cerveau, lui, son but, c'est de trouver du sens. Le sens, c'est nos habitudes. Pour lui, c'est ce qu'il y a. Il va là où c'est plus simple, il va là où c'est familier. Et donc forcément, lui dire, lui apprendre de nouvelles choses, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que l'autocompassion, c'est vraiment, moi je trouve un outil, comme je te disais, hein, qui est vraiment sous-coté, mais en réalité, il y a de réelles études dessus. Il y a des gens qui ont consacré leur vie à faire l'étude sur l'autocompassion et les bienfaits que ça a sur notre vie, notre santé mentale, et tous les domaines de notre vie en règle générale. Et c'est vraiment cette idée que ça repose sur 3 composantes, parce que c'est vrai, comme tu disais, il y a cette notion où souvent quand on vit quelque chose, on a l'impression qu'on est seul au monde. L'autocompassion, il y a vraiment cette vision de se dire, en fait, on n'est pas seul. Ce qu'on vit, en fait, c'est une expérience humaine qui est universelle, les ruptures, les difficultés dans notre intimité, les deuils qu'on peut vivre aussi dans notre quotidien, un deuil amoureux, deuil de nos proches, deuil d'un travail, enfin toutes ces choses qui peuvent nous mettre dans des états où on se dit mais en fait ma vie s'écroule. En fait, faut le voir vraiment comme cette humanité commune qui nous dit qu'en fait on n'est pas seul. Et c'est pas pour rien qu'il existe ces cercles de parole aujourd'hui, qui ont toujours existé, hein, tous ces groupes où on va se réunir avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous. Je recommande à toutes les personnes euh, qui vivent des moments difficiles, d'aller dans ces. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y en a de plus en plus d'aller dans ces regroupements de personnes, les cercles de parole où justement on va rencontrer des gens qui vont qui vont vivre les mêmes choses que nous et qui vont nous permettre de nous redonner un élan en fait et de se dire ok, je ne suis pas seule. Parce que se sentir seul, la solitude, c'est vraiment quelque chose qui peut nous écraser au quotidien, et qui malheureusement nous empêche aussi de prendre du recul et de se reconstruire aussi, d'avoir de la bienveillance envers soi-même, puisqu'on se sent coupable quand on vit des choses et qu'on se sent seul. On se dit on n'aurait jamais dû faire les choses comme ça. Et c'est pour ça que l'autocompassion, c'est vraiment un point important pour améliorer cette communication avec soi, pour maintenir des limites saines avec soi-même, pour transformer vraiment euh, vraiment avoir une résilience émotionnelle et de pouvoir aussi se libérer de tout ce qui se passe avec la validation des autres, euh, et de se rebooster aussi en estime de soi, quoi. Complètement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser ce que tu parles de limites saines et de résilience émotionnelle. Et c'est vrai qu'il y a un point que j'aimerais bien aborder dans cet épisode de podcast, c'est tout ce qui est en lien avec le consentement et comment créer une culture du consentement justement pour soi et pour les personnes qui nous entourent. Hum. Comment toi, Estelle, tu crées ta culture de consentement? Comment tu l'intègres dans ta vie? Moi, le consentement, c'est vrai que j'ai l'habitude de demander, aux gens si ça leur convient ou je préfère demander, plutôt qu'agir à leur place, en fait. Moi, c'est comme ça un peu que j'essaye de faire, de prendre la température. Bon, bien sûr, après, ça m'arrive de faire, des erreurs, hein, comme tout le monde, mais si je fais des erreurs, après, je reconnais mon erreur, je m'en excuse et après, j'essaye de trouver des solutions. Du coup, j'essaie de l'appliquer un peu, comme ça, de co-construire avec l'autre. Mmh. Mmh. Parce que tu vois, il y a un vrai truc, ça me fait penser à c'est trop drôle, hein, ça me fait penser parce que j'interviens, tu sais, dans des établissements scolaires, hein, dans l'éducation, à la vie sexuelle et affective. Et je leur propose des jeux. Donc, il y a un jeu que je faisais, je vais te décrire un peu ces jeux. Alors, c'est des petits, je les appelle sur mes petits, parce qu'ils ont ça dépend l'âge, mais ils ont entre 13 et 18 ans, en fonction des classes où j'interviens. Et donc je commence toujours cette intervention avec des questions. J'essaye de voir la température. Et les questions, les réponses sont toujours impeccables. Quand on arrive sur la notion de
Voilà, c'est quoi le consentement? Alors j'essaie de faire quelque chose qui est assez ludique parce que bon, les trucs un peu trop théoriques. Donc je dis ouais, vous avez déjà entendu parler du consentement? Les réponses incroyables. Oui, c'est le fait de demander à l'autre, et quand c'est non, c'est non. Donc ils me donnent tous et toutes une réponse nickel du consentement. On arrive sur le cas pratique. Et c'est là où, encore une fois, je souligne le fait qu'il y a un vrai gap entre le fait de savoir et le fait de comprendre. On arrive sur la pratique, je leur propose un jeu qui est assez connu où je leur dis, bah voilà, mettez-vous en groupe et puis, en fait, tu as différentes cartes. Sur ces cartes, en fait, il y a plein d'étapes qu'on pourrait considérer comme l'étape de l'acte sexuel. Il y a l'étape embrasser, l'étape fellation, l'étape voilà. Et puis du coup, ça leur donne du vocabulaire et ça permet en fait, le but de cet exercice, c'est de leur dire, chacun a sa propre définition du rapport et que en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais après, on met des points sur, par exemple, la contraception, on explique que c'est la contraception, etc. Je donne de l'information. Et il y a le mot consentement qui revient, qui revenait plusieurs fois. Il y a plusieurs cartes consentement. Et figure-toi que tous ces élèves qui m'avaient donné des méga réponses, des choses très très bien sur le consentement, n'avaient pas mis le consentement dans le déroulement pour eux d'un rapport sexuel idéal. Et j'arrive et je dis, bah, et du coup, vous avez enlevé ça, vous avez enlevé ça. Donc, ils avaient enlevé plein de cartes, hein. Ils avaient enlevé CUNY, ils avaient enlevé consentement, ils avaient enlevé se tenir la main. Enfin, ben voilà, c'était leur vision. Et je leur ai dit, bah, pourquoi vous avez enlevé le consentement? Alors, bien entendu, il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord. Il y en a qui disaient, oui, il fallait mettre le consentement tout au début. Et puis, ceux qui avaient très bien répondu ont dit, bah, pourquoi? Si elle est là, alors c'était des garçons, hein. Mais si elle est là, c'est qu'elle est d'accord. Ah, et c'est là où tu te dis, bah, en fait, c'est bien beau la théorie. Et comme tu l'as dit, comment on intègre une culture du consentement? En fait, il faut pratiquer le consentement. Et en fait, il faut le pratiquer dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que c'est trop général de dire consentement, c'est oui ou non. C'est qu'en fait, il faut pratiquer concrètement. Là, est-ce qu'il y a une notion de consentement pratiquée dans le quotidien? C'est-à-dire, ben, nombreux sont celles et ceux qui ont cette définition de, bah non, quand c'est non, c'est non. Mais nombreux et nombreux sont ceux qui, quand leur partenaire va dire, écoute, chérie, j'ai pas trop envie d'aller au cinéma, vont bouder parce que parce que il ou elle aurait aimé aller au cinéma avec leur partenaire. Où est le respect du consentement dans ce moment-là? Il y a une punition. Ce n'est plus du consentement. Et donc, tu vois, comment on intègre cette culture du consentement? C'est vraiment cette notion de, en fait, le pratiquer. Pour moi, c'est ça. On a la théorie aujourd'hui, tout le monde parle du consentement maintenant, en fait. Il faudrait plutôt des protocoles dans toutes les sphères de la vie et des ateliers. Et d'ailleurs, je suis en train de développer des ateliers sur le consentement qui devraient sortir, enfin, en tout cas, avec la vision du consentement, c'est vraiment la communication dans les relations. Et donc, il y a la notion de consentement dedans. Et donc, bah, en fait, c'est vraiment de pratiquer dans différents groupes, dans différentes situations de consentement. On pourra jamais être parfait, comme tu l'as dit, parfois on fait des erreurs, mais en fait, tout le monde apprend. Mais au plus, on va travailler ça et au plus, notre système nerveux va créer des mécanismes automatiques qui feront qu'en fait, après, à chaque fois, on va faire le consentement. Et c'est très drôle parce que ça me fait penser à une vidéo d'un mec que j'avais vu sur les réseaux où en fait, il pratiquait le consentement très très jeune avec son fils. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo, Estelle. Le gars, en fait, il change la culotte de son fils. Enfin, pas la culotte, la couche, pardon. Et à chaque fois, il demande, à chaque moment où il lui change la couche, il dit, est-ce que j'ai le droit de t'enlever ta couche? Alors, c'est un nouveau-né, hein, le petit, il répond pas forcément, mais sa vision à lui, c'est que, euh, au plus jeune, il demande la permission à son enfant de lui retirer sa couche. Et au plus, en fait, c'est quelque chose qui va lui permettre justement de créer ce lien entre eux. Quand je touche au niveau de tes parties génitales et que je touche ton intimité, je te demande l'autorisation. Et lui, dans sa vision, c'est que plus tôt il va demander, plus tôt il va l'intégrer à son enfant, et plus facilement son enfant, en fait, ce sera naturel pour lui de demander et qu'on lui demande. Et je pense que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le pratiquer. Le tout, c'est simplement de le pratiquer quelque part et de l'instaurer en fait vraiment comme euh, pas une priorité, mais comme quelque chose, en fait, une action dans son quotidien. Et de se dire, quand je fais ça, où est le consentement? Quand je demande à mon partenaire ou à ma partenaire si je vais aller au cinéma, où est-ce que doit être le consentement? Quand je fais ça avec quelqu'un, où est-ce qu'il y a un consentement? Et c'est vraiment cette notion-là, en fait, de juste le pratiquer que plutôt de dire, je sais ce que c'est le consentement. Parce qu'en fait, on sait, mais on ne le fait pas, comme beaucoup d'humains sur Terre.
On sait les choses, mais on fait pas. Ah bah, merci pour ces exemples partagés. C'est vrai qu'ils sont, hyper, pertinents et comme tu dis, en effet, la pratique du consentement, elle est pas faite déjà ça me fait penser, direct, avec la prospection téléphonique, je sais pas, on t'appelle, on t'a rien demandé ou par message, par mail. Moi, je déteste les prospections par mail, à vrai dire, parce que je leur ai jamais donné ils récupèrent mes données sans que j'ai donné de consentement. Mais comme tu dis, oui, c'est quelque chose qui doit être appliqué dans toutes les sphères, de la vie. C'est plus qu'une question, sexuelle, ça c'est clair, net et précis et en effet, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Si par exemple, pour reprendre du cinéma, si jamais tu te mets à bouder, après tu dis: «Mais en fait, pourquoi j'ai boudé, en fait?» Et en discuter avec sa partenaire ou son partenaire et trouver des solutions et aussi je pense qu'il faut trouver peut-être des mécanismes de: «Bon, OK, là j'ai boudé, mais comment je pourrais mieux réagir, la prochaine fois pour pas que, mon ou ma partenaire se sente obligée d'aller au cinéma et qu'elle se dise: "Non mais en fait ça va, sinon je peux aller au cinéma tout seul"». Enfin, je pense qu'il faut trouver, des solutions qui nous conviennent à nous. Ouais, absolument, absolument. Faut développer aussi un autre rapport au consentement parce que c'est vrai que je le vois souvent, hein, des personnes qui disent ouais, mais parler et demander le consentement dans un rapport intime, franchement, c'est un tue-l'amour. Mais en fait, il faut encore une fois, c'est une question de perception, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait érotiser le consentement dans la sphère amoureuse, l'érotiser. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu veux ça? Mais après, à chacun sa sauce. Chacun fait comme il le veut. C'est-à-dire que même si on est dans un contexte BDSM, déjà c'est très le consentement, c'est quelque chose qui est déjà de base bien installé pour celles et ceux qui le pratiquent de manière enfin qui le pratiquent dans les règles de cette pratique. Et en fait, il y a plein de manières de se le comment dire, de l'érotiser, de se l'approprier en fait à sa sauce. Et en fait, c'est vraiment cette notion de se dire voilà, on se l'approprie et comment on a envie de se l'approprier dans notre quotidien. Comment on peut faire que ce soit pas quelque chose de boring dans notre vie de tous les jours. Et après, à chacun de faire à sa sauce. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de manière de faire. Il y a que sa propre façon de faire. Tant qu'elle est assertive, qu'elle respecte tout le monde, que les limites de tout le monde sont respectées, il y a pas de souci en fait. Après, peut-être que ça se trouve demain il y aura des masters consentement, hein, tu sais les choses évoluent. Mettre en consentement, Ce serait énorme. Je veux voir cette société. coach en consentement, ça pourrait exister et ça serait peut-être génial parce qu'en fait, encore une fois, ça nous demande de changer nos habitudes. Et quand on est enfin, quand on voit que tous les humains ont toujours envie d'aller vite, encore plus vite dans la société dans laquelle on est, c'est normal. Tout s'accélère, le temps passe. Il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec la notion du temps qui passe. On a envie de tout faire d'un coup. En fait, faut pas oublier que notre cerveau a besoin d'intégrer, notre corps a besoin d'intégrer. Le changement, ça prend du temps. Ça demande de la pratique. Il faut se dire que c'est vraiment ça, en fait, que ce soit même dans notre sexualité, dans nos relations. Si on n'est pas OK avec ce qui se passe aujourd'hui, qu'on a envie de changement, faut se dire que ça va prendre du temps et que ça demandera de la discipline et surtout de la pratique. Et surtout ne pas hésiter de se faire accompagner. Parce que se faire accompagner, ça permet d'accélérer aussi le processus de changement. Moi, je le vois dans ma propre expérience déjà, et je le vois aussi avec toutes ces personnes que j'accompagne. Le résultat n'est pas le même. Souvent, elles me disent, j'imaginais pas autant de changements dans ma vie. Et alors attention, c'est pas valable pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque humain est différent. Il y en a qui vont changer à certains points, c'est étape par étape. Il y en a d'autres, ça va vraiment être une révolution. Tout va se transformer dans leur vie. Mais encore une fois, tout est juste. On n'est pas égal et égaux face au changement et c'est ok. Oui, je rejoins tellement tout ce que tu as pu dire. Bon, par contre, je ne vais pas prendre le temps de commenter cette fois-ci parce qu'il faut qu'on passe à la conclusion de l'épisode, sinon l'épisode, continuerait sans fin. Après, ce serait bien, à vrai dire. Mais pour les personnes qui vont nous écouter, je sais pas, si 5 heures de podcast, ce sera très plaisant, je ne sais pas. Euh, Vas-y, on y va pour la conclusion. Du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Mon mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est vraiment, vu on a parlé de la confiance en soi, on a parlé du fait de s'autoriser, de se découvrir, on a parlé du consentement. N'ayez pas peur d'être vous. Vraiment, n'ayez pas peur d'être vous. N'ayez pas peur de chercher des environnements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Ouvrez-vous à ces différentes. Ouvrez-vous en fait à ce qu'il y a autour de vous, parce que dites-vous que quand les choses changent à l'intérieur de nous, elles changent aussi à l'extérieur. Et pareillement, quand les choses changent à l'extérieur, dans nos environnements, les choses changent aussi à l'intérieur de nous.
Donc vraiment, autorisez-vous à cette ouverture. Alors, je dis pas ouverture du couple, la sexualité, hein, mais juste à vous ouvrir à une nouvelle perception parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de changer la vôtre et d'avoir plus confiance aussi dans ce que vous entreprenez dans votre vie. Tellement d'accord avec toi, surtout que la perception qu'on a à l'instant T, elle va évoluer forcément et bah, du coup, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est le chemin qui nous semble le plus juste, c'est en s'écoutant nous et en se priorisant et en faisant ce qui a du sens pour nous. Toujours dans le respect de chacun, ça c'est important de le préciser. Ça me fait penser, je finis avec ça. Il y avait une vidéo que j'ai vue sur trop mignonne, c'est mon copain qui m'a montré cette vidéo. C'était un papa qui était avec sa fille. Et sa papa, il avait sa petite fille qui devait avoir, je sais pas moi, peut-être même pas 1 an, la petite, elle était posée sur une table. Donc elle était là et elle était posée sur le bar de la cuisine, pour être plus précise. Et le papa avait une distance d'un mètre, je sais pas si tu as vu cette vidéo, Estelle. Et alors c'est mon mec qui montre toujours les vidéos parce qu'il est accro à TikTok et tout. Mais après il me dit oh regarde cette vidéo et en fait le papa il dit allez vas-y saute, n'aie pas peur, saute. Et tu vois au début elle hésite, elle ose pas sauter parce qu'il y a pour elle c'est comme si c'était un vide énorme entre son père et elle. Et son père lui dit écoute tu vois tout ce qu'il y a entre toi et moi là, tout ça c'est l'inconnu. Cet inconnu ça fait peur parce que tu sais pas ce qu'il y a. Mais ce qui compte c'est ton objectif. Ton objectif c'est moi. Aujourd'hui c'est moi. Dis-toi que tant que tu sais où tu vas, même si tu as peur de l'inconnu, garde toujours cet objectif parce qu'il te permettra toujours d'avancer et à la fin de réussir. Il disait un truc comme ça, hein, j'étais un peu déformée, mais en tout cas, c'est toujours cette vision-là. Et du coup, la petite a sauté. Et c'est pour ça que je dis n'ayez pas peur parce que on a parlé de l'inconnu, de toutes ces choses-là. Oui, l'inconnu, ça fait peur, mais gardez en tête que ce qui est important aussi dans tout ce que vous vivez, c'est vous. Et sans vous, en fait, tous vos projets, tous vos rêves, ils se réaliseront pas. La sexualité que vous souhaitez de vos rêves, elle se réalisera pas sans vous. Le couple que vous souhaitez de vos rêves, il se réalisera pas sans vous. Donc, n'ayez pas peur. Pensez plutôt à au sens que vous voulez donner à votre vie. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Très belle vidéo et très beau message. On est la personne la plus importante de nos vies. Absolument. Et on mérite ce qu'on souhaite. On mérite vraiment d'être heureuse, on mérite de s'accomplir, on mérite d'être aimé aussi. Ça, c'est important. De très belles paroles. Faut pas l'oublier. Mmh mh. Et dans la suite de mes petites questions, toi, qui sont tes rôles modèles? Alors, c'est très rigolo parce que derrière toi, tu as Frida Kahlo. Oui. Elle en fait partie. Et puis après, mes rôles modèles, c'est trop rigolo que tu dis ça parce que la dernière fois, je regardais, je suis désolée, du coup, à chaque fois, je dis mais je regardais Pam et Tommy, la série qui était sortie sur la vie de Pamela Anderson. Et franchement, alors je connais pas sa vie à Pamela Anderson, mais quand j'ai regardé son film, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue la vision, en fait, la vie qu'elle a vécue. Et en fait, elle parlait de ses rôles modèles et je me suis posé la même question. Je me suis dit, mais qui sont mes rôles modèles? Aujourd'hui, tout de suite, je sais pas si je serai en mesure de te dire exactement. Je sais que j'ai des gens comme Frida Kahlo qui sont des personnes que qu'aujourd'hui en fait qui ont un peu qui ont marqué ma jeunesse parce que j'ai vu beaucoup de films de Frida Kahlo, en tout cas des films qui retraçaient son histoire. Mais après, je saurais pas vraiment te dire qui sont mes rôles modèles. Mes rôles modèles, ce seraient vraiment des gens qui, en tout cas, auraient ce point commun de on vient de nulle part, on a eu une vision de la vie où on a constamment été hués. On a eu beaucoup de mal à y arriver parce que beaucoup de personnes leur ont mis des bâtons dans les roues. Et malgré ça, malgré toutes les difficultés qu'ils ont vécues dans leur vie, malgré le fait que personne n'ait cru en eux, moi je vais dire Steve Jobs du coup. Steve Jobs, oui, c'est un de mes rôles modèles, clairement oui. Steve Jobs, personne croyait en lui. Le gars, on lui a jeté des patates partout. Donc moi, c'est un du coup homme. Et en fait, le gars, il a eu une idée, il a réussi à la matérialiser. Et en fait, aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Enfin, combien de personnes ont un iPhone dans ses mains? Bon, même si c'est plus à l'image de Steve Jobs. Mais voilà. Et un deuxième rôle modèle aussi qui colle, c'est Nassim Amrein. Alors, lui, c'est un gars qui vient de nulle part. Le gars, il a fait aucune étude. Aujourd'hui, c'est un gars qui est un grand scientifique, mais qui a fait aucune étude scientifique, un grand scientifique dans la science quantique. Et lui, c'est pareil. En fait,
Il venait de nulle part, il a fait aucune étude, mais vraiment aucune étude en scientifique. Le gars, il a appris tout seul. Toutes ces choses, il a appris toute seule. Et, euh, et il a su te calculer avec aucune formation. Il n'a pas fait l'école, il a rien fait, il a juste appris tout seul. Il a appris pour te dire dans la nature. Il a décidé d'aller dans la nature. Et en fait, il a décortiqué les différentes feuilles, les différentes, comment dire, comment se reproduisaient les feuilles, les proportions, enfin toutes ces choses-là. Et le gars, il a su te calculer grâce à tout ça le calcul précis d'un atome, chose que jusqu'à maintenant personne n'avait réussi à faire. Si je dis pas de bêtises, hein. Je crois que c'était la taille précise d'un atome, si je dis pas de bêtises. Bon bref, en tout cas, si vous tapez Nassim Amrem, vous allez trouver ce qu'il a fait. Et ce gars, on lui jetait des pâtes, des tomates, tout le monde le huait et tout, jusqu'au jour où quelqu'un a repris ses travaux, a refait le calcul et a dit, mais en fait, il avait raison, le gars. Et tu vois, ça, c'est mes inspirations. Ça, c'est mes modèles. Ces gens qui viennent de nulle part, qui n'ont pas fait, euh, enfin, qui ont pas le profil qu'on attend d'eux par rapport au métier qu'ils ont, et en fait, qui ont révolutionné les visions, enfin, des façons de voir les choses. C'est un peu ça mes rôles modèles. Donc, c'est que des hommes, malheureusement. Non, je vais pas dire malheureusement, mais en fait, oui, c'est que des hommes. Et voilà. Je pense que ce serait ça, mes rôles modèles. Oui, non, je comprends. C'est des personnes qui ont rien lâché pour réaliser ce qui comptait, vraiment et qui sont formées en autodidacte. Enfin, c'est assez fabuleux, en effet. Donc je comprends que ce soit Et des rôles modèles. ouais, et qui personne, en fait, on n'a jamais cru en eux. On n'a jamais cru en eux. Moi, c'est vraiment cette vision-là, c'est de dire, c'est ces gens en qui on n'a jamais cru en eux, alors qu'en fait, ils ont fait un truc incroyable. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce point-là, quoi. Mmh, je comprends et du coup, il me reste 3 petites questions. Il y a quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Sur quel domaine? Celles que tu veux. Il y a un livre qui est intéressant. Bon, après, c'est sur l'amour, hein. Moi, je recommanderais bien L'Art d'aimer de Fromm. Erich Fromm. C'est un Allemand, un sociologue allemand qui a écrit tout un livre sur, euh, sur la notion de l'amour, sur le couple, comment est-ce que nos relations, en fait, on a du mal, en fait, à construire des relations comme on le souhaite par rapport à la société dans laquelle on vit. Comment est-ce que ça nous impacte? Moi, je recommanderais cette ressource-là. Après, je sais pas s'il est facile à lire pour tout le monde. Moi, je recommanderais ça. Il y a le classique, Les 5 langages de l'amour, mais tout le monde en parle aujourd'hui. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et puis, qu'est-ce que je recommanderais d'autre? Sur la sexualité, mais après, c'est très féminin. C'est S'exploratrice à la conquête du plaisir. C'est un livre de Dalida Kershouch. Il est génial, ce livre, parce qu'en fait, c'est ma petite sœur qui me l'avait acheté, mes coups de cœur, parce qu'en fait, ce livre, c'est l'histoire d'une journaliste qui va interviewer plein de femmes qui sont la journée des avocates, des médecins, des madame tout le monde, on va dire, qui bossent dans n'importe quel métier, mais le soir, qui sont danseuses burlesques, escort girl, qui sont stripteaseuses. Et en fait, elle te montre comment est-ce que cette quête au plaisir les a amenées en fait à une vraie libération de leur identité, de leur sexualité, à une vraie reconnexion à soi et, euh, et comment en fait elles ont réussi à se réapproprier leur vie en général, leur sexualité au travers leur sexualité. Et je trouve que ce livre il est génial parce que il souligne une des croyances que j'ai fortement et que tous les sexothérapeutes, je pense, et sexologues ont, c'est que la sexualité c'est un vrai chemin de développement personnel, de connaissance de soi. Et dans ce livre, en fait, ça l'exprime énormément, je trouve. Donc, il est vraiment génial. Moi, je le recommande. Je le recommande. Il est facile à lire en plus. Ah bah, tu l'as très, très bien vendu. J'avoue que c'est celui qui me donne le plus envie dans ce que tu as présenté. Il est vraiment top. Trop bien, merci de la recommandation et dans mes 2 dernières questions, que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, féminisme, c'est un peu difficile à définir parce qu'en fait, je trouve ça a été un peu galvaudé ces dernières années parce que, alors, à mon sens, je trouve que il y a beaucoup de femmes féminisme qui, bon, c'est mon avis, hein, mais qui se cachent derrière le féminisme avec une aspiration de vengeance. Donc, c'est-à-dire, moi, nous les femmes, on a souffert, donc en fait, aujourd'hui,
il faut qu'on ait notre revanche. Donc il y a une forme de revanche dans le féminisme qui du coup malheureusement je trouve donne parfois une mauvaise pub. Mais dans le féminisme, encore une fois ça va paraître euh, bateau, mais moi je crois en ça, c'est que dans le féminisme il y a vraiment la notion d'humanisme. En fait pour moi la féminisme c'est une cohésion équilibrée et harmonieuse dans le monde, c'est-à-dire à la fois entre les femmes et les hommes en fait. Parce que les féministes se basent en grande partie, après bon, il y a plein de courants, il y a plein de façons différentes de le voir. Mais moi, ce que je vois dans le féminisme, c'est cette vision de créer en fait un équilibre entre l'homme et la femme. Dans le féminisme, il y a vraiment cette notion de trouver en fait ce terrain de, où coexistent de manière harmonieuse et respectueuse les hommes et les femmes. Mais vraiment, c'est vraiment cette notion de coexister en fait. On existe, mais on coexiste. C'est vraiment cette vision-là. Pas au détriment du coup des hommes, de leur propre santé mentale derrière, des femmes qui évoluent, qui sont avec cet empowerment, mais qu'en fait on laisse les hommes à la ramasse. Pour moi, il y a vraiment en fait, vivre en communauté et coexister de manière harmonieuse. Pour moi, c'est vraiment cette vision que je donne aux féministes. Oui, je suis pareil, j'ai la même vision que toi, que femmes et hommes doivent, agir ensemble pour, pour, servir, nos intérêts, mutuels et qu'on ait une société, plus égalitaire et plus juste, mais ça se ne fera pas si on est l'un contre l'autre, c'est main dans la main. Absolument, absolument. Et du coup, ma dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Moi, j'ai une copine qui, je sais pas si tu la connais, elle s'appelle Camille Curve. Et du coup, elle fait elle est mannequin grande taille. Elle fait du one woman show. Euh, et, euh, et elle parle beaucoup de cette vision de la femme, du rapport du corps à la femme. Moi, je dirais Camille Curve. Je crois que c'est son nom je crois que c'est son nom sur les réseaux, si je dis pas de bêtises. Camille Curve. Je sais pas, elle doit avoir 25 000 abonnés, un truc comme ça. Un truc comme ça. Moi, je les verrais bien, elle, hein. Parce que d'ailleurs, j'interviens beaucoup pour elle pendant longtemps, elle était directrice d'animatrice jeunesse, directrice jeunesse, je sais plus exactement le nom. Donc, elle organisait en fait à chaque mois de la femme, elle organise donc elle fait ça, ça faisait depuis 3 4 ans. En fait, pour les adolescentes, elle organise des journées où elle invite donc moi sexothérapeute, elle invite d'autres femmes, plein de femmes, donc c'est à la fois soit une cuisinière, soit une mannequin grande taille, soit une femme qui est coach de vie, enfin plein de profils différents. Et le but c'est d'offrir cette journée qui est consacrée qu'aux jeunes filles pour leur permettre en fait d'avoir en fait ce moment de qualité avec d'autres femmes dans plein de domaines pour parler de leur vie relationnelle, de leur vie affective, de leur corps, pour vraiment leur donner de l'information et les accompagner, d'accompagner ces jeunes en fait dans toutes les sphères de leur vie au travers cette sororité féminine. Donc en fait moi je vois bien Camille Curve, hein. Je crois que d'ailleurs elle se lance dans les interviews podcast. Après, je sais pas si elle a le temps, mais voilà, moi je verrais bien Camille. Bah, merci, pour, cette recommandation. Je ne la connaissais pas, mais de ce que tu me dis, elle a l'air hyper intéressante et c'est super ce qu'elle fait, donc je vais me renseigner sur son travail et oui, je pourrais lui envoyer une petite invitation, merci. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi, Estelle. Merci pour tout. Avec grand plaisir et merci à toi aussi, Aïna, pour ton temps et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Bah, du coup, ciao, ciao tout le monde! Ciao, merci tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!